Mais quel paysage exceptionnel, c'est totalement irréel. Hein. C'est quasiment lunaire comme décor. Tu sais Vladi, moi ça fait des années que j'avais envie de venir en Bolivie et notamment pour découvrir cette merveille du patrimoine naturel de ton pays qui est le désert de sel d'Uyuni, le salar comme vous dites ici. Et je suis non seulement pas déçu, mais je suis surtout encore plus impressionné. Je ne m'imaginais pas une telle immensité, immaculée comme ça. Qu'est-ce qui te plaît dans le désert de sel ici, toi qui le parcours souvent? Les îles, les 27 îles au milieu du désert, Ah oui. qui sont magnifiques. Ah oui, puisqu'auparavant c'était un lac ici. Hein. Voilà l'immensité de la nature. Ah bah oui, regarde, on est seul au monde là. Exceptionnel. Je suis tellement content d'être là, t'as pas idée en fait. Oh, ce son. C'est le chant du sel. Ah oui, c'est dingue. Bon, Vladi, ça y est, mon aventure débute. Une aventure qui se voudra nature, avec pas mal de randonnées. J'ai envie de profiter de ces paysages aussi variés qu'époustouflants. Et de rencontrer aussi les communautés, les ethnies locales, qu'elles soient Quechua ou encore Aymara. Tu es de quelle origine, toi? Quechua. Quechua, d'accord. J'ai vraiment envie d'aller vraiment au contact des populations, de voir quelles sont leurs coutumes, comment ils vivent, comment ils prennent soin aussi de la nature, la terre-mère, que vous appelez ici la Pachamama. C'est très important pour vous de protéger l'environnement. Alors je ne te cache pas que c'est une aventure particulière aussi parce que c'est la première fois que dans Échappée Belle, on va aller au-delà des 5000 mètres d'altitude. 5000 mètres d'altitude, c'est un vrai défi physique. Pour moi notamment, mais je pense pour beaucoup de gens. Et donc je suis à la fois impatient, un petit peu fébrile de savoir comment je vais réagir à cette hostilité, qu'elle soit le mal des montagnes, le mal des hauteurs, mais aussi les températures négatives. Et je suis impatient que ça commence, quoi. Donc on y va ? Bon, allons-y. Bienvenue dans mes Échappées Belles. Jérôme Pitorin prend de l'altitude. Les feuilles de coca, c'est bon pour l'altitude, pour les maux de tête, aussi pour les douleurs d'estomac. En Bolivie, c'est un bus. C'est un bus normal, un bus de route, sur lequel on a adapté des roues pour aller sur les rails. le mot voyage prend tout son sens. Bienvenue à la fête. Vive les mariés! Une culture. Je crois que les chefs d'aujourd'hui ont la responsabilité de s'approprier cette cuisine et ces produits qui font partie de notre culture. Pleine de surprises. Ma grand-mère s'habillait tous les jours en cholita. Elle vendait des bonbons et avant des feuilles de coca. Ma mère aussi avait l'habitude de porter la poliera. Les deux sont des exemples pour moi. Et des défis pour l'avenir. J'ai le rêve que la société puisse ouvrir les yeux et changer de mentalité et comprendre que ce qu'on protège, ce n'est pas seulement une forêt, pas seulement l'Amazonie, mais c'est ce qui nous donne la vie. Une échappée. Je t'emmène sur l'île de Inkawasi. On va vivre une expérience inoubliable. Oh, super. Merci à toi, Annie. Merci à toi. Euphorisante. Vamos, el baile de la cocina. Bienvenido a Bolivia. Parfait. Donc là, nous, on commence au direct. Hein. Je t'épargne pas. On est à Tuni. Okay. C'est un petit village, donc au pied des sommets enneigés de la Cordillère Royale, une petite partie de la Cordillère des Andes. Et on est quasiment chez l'habitant.
Comment vas-tu, Andrés? Bonjour, comment ça va? Bienvenue. Merci, voilà un ami. Enchanté, moi c'est Andrés, enchanté. Bienvenue à Tunis. Vous pouvez entrer à la maison. C'est parfait. Et Remedios vous attend avec les sandwichs pour aller à la montagne. Bon, on va passer alors. Vous pouvez passer, hein? Une prochaine fois, peut-être qu'on se croisera dans la montagne. Merci beaucoup. Par ici, Jérôme. Oh, c'est sympa. Remedios, bonjour, tout va bien? Tout va bien, bienvenue. Je te présente Jérôme, un ami français. Remedios? Si. Mucho gusto. Il avait un très beau sourire et un très beau chapeau aussi. Merci beaucoup. Gracias. Voilà. Ma petite fille. Encantado, guapa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Sheila. Sheila. Qué bueno. Ici, c'est surtout pour de l'acclimatation. On a 4004, je le rappelle, et donc les gens qui veulent ensuite faire des sommets, des ascensions de la montagne, c'est idéal. Passer 2 ou 3 jours ici, ton corps s'habitue. Mais moi, hein, tu vois, je suis encore un peu essoufflé là, quelquefois à cette altitude. Il y a tout ici. Gracias. Allez, venez, les sandwichs sont prêts. Ah, bah super. Ils sont au fromage et à l'avocat. Regarde-moi ça. Ça va être bien, hein. Muchas gracias. De rien. Próxima vez. Bonne randonnée. À bientôt. Adios. Ciao. Ciao. Bon, ça va? Ça va. Début de la randonnée, donc... Tu m'as vu, je suis silencieux. Ouais. Trouver son rythme. Ouais, souvent, c'est ça. celui qui accélère, qui part en premier, il arrive en dernier. Ouais. T'as vu, je suis pas parti au premier. Voilà, donc c'est bien. Ah, excuse-moi, je fais une pause. Pas de problème. C'est vraiment extraordinaire ces décors-là. Il n'y a qu'ici, dans cette partie du globe, où tu peux voir ça, donc profites-en. Et alors, les points culminants en Bolivie, il y en a plein qui dépassent les 6000, non? On a une dizaine de sommets qui passent les 6000 en rigolant. Nous, on dit qu'on est déjà tellement haut, de base, qu'un sommet en dessous de 6000, ça compte pas. Oh. Ah, vache. Ça va? Waouh. Comme il y a moins d'oxygène, Ah bah ouais, ça... les muscles sont moins oxygénés. Tout est beaucoup plus difficile musculairement. Voilà, donc là, on est déjà arrivé à la lagune. Ça pourrait être idéal pour faire une petite pause. Un petit sandwich là. Bien mérité. L'altitude, ça creuse, hein. C'est clair. Ah, c'est cool. Comment s'appelle ce sommet? Donc là, c'est le Condoriri. Condoriri, comme condor, Comme le condor. comme oiseau. Voilà. Voilà, c'est parfait. Bon provecho. Bon appétit. Bon app. T'as emmené ton petit... c'est quoi, c'est un charango? Le charango. C'est l'instrument de musique des Andes. Exactement, ouais. Ça fait combien de temps que tu joues de la musique? 15 ans environ, donc de manière autodidacte. Comme mon papa. Parce que ton papa a fait ce métier-là? Voilà, mon papa est musicien, ouais. 50 ans de carrière. Oh! Dans le monde. Il s'appelle comment le groupe? Le groupe s'appelle Ahuatinias. Qui veut dire? Ça veut dire protéger. Mon papa est descendant d'Aymara en fait. Civilisation donc de l'époque préhispanique.
Ok, Aymara. Aymara. Ma maman est française et mon papa est bolivien. Ok. Donc je suis né en France et ça fait 10 ans déjà maintenant que j'ai laissé la France pour la Bolivie. Vraiment, je suis pas à plaindre entre le tourisme et la musique. C'est vraiment des métiers qui sont mes passions et sympas, quoi. Ouais. Mais toujours en mouvement. Voilà le charango. Avant, donc, ils faisaient ici, c'est toute la partie qu'on a derrière, avec la carapace du tatou. Ah oui, le tatou de l'animal, oui. Bon, maintenant c'est interdit, bien sûr. c'est pour des raisons c'est très très beau. D'extinction. Donc voilà, il y a 5 doubles cordes et c'est une octave plus aiguë de la guitare et un instrument vraiment très complet. Salut. Vous allez jusqu'où? 2 fois par semaine, Hector prend la route dans son 18 tonnes de 1995. Ok, très bien. Sa mission, faire le plein de légumes à 500 km de La Paz, la capitale de la Bolivie, pour les rapporter au grand marché. Depuis ici, j'en ai encore pour 14 heures. Je vais faire des petits arrêts de 15 minutes pour me reposer et inspecter le camion. Et après, je continue. Grande comme 2 fois la France, mais seulement peuplée de 11 millions d'habitants, la Bolivie est le pays rêvé des amateurs de grands espaces et de paysages majestueux. Entre montagnes, hauts plateaux et forêts luxuriantes, le pays offre une diversité de panoramas dont personne ne peut se lasser, pas même les plus habitués. Je fais ce travail depuis mes 15 ans. J'avais envie de voyager, de voir d'autres endroits. Quand je reste en ville, au bout de 2 ou 3 jours, je m'ennuie. Et j'ai juste envie de repartir. Car en Bolivie, les péripéties ne sont jamais bien loin. Prendre la route est toujours un aller simple vers l'aventure. Là, on a une route plutôt droite, pendant 3 heures. Et après, ça devient plus sinueux. Et c'est plus dangereux. Il faut faire très attention. Il faut y aller très doucement et bien connaître son chemin. Le pays est en effet connu pour ses routes tortueuses, vertigineuses et pas toujours très bien entretenues. L'une d'entre elles, très accidentogène, s'est même fait connaître dans le monde entier. Bienvenue sur la Death Road, la route de la mort. Classée en 1995, la route la plus dangereuse du monde. Et si vous voulez savoir combien de personnes sont mortes ici, on en parle à la fin. Car les chiffres pourraient en faire trembler plus d'un. Au milieu des années 90, 200 à 300 personnes trouvaient la mort chaque année sur cette route à flanc de montagne, souvent plongée dans la brume et sujette à de nombreux éboulements. Aujourd'hui, la descente en VTT est une activité prisée des touristes en recherche de sensations fortes. Je suis très excité, super enthousiaste. J'ai trop envie d'y aller. Ça faisait longtemps que je voulais venir ici, c'est trop bon d'être là. Une activité ouverte à tous, mais qui reste dangereuse. Je sens que ça va être assez sport vu l'état de la route. Je suis pas inquiet, Will, notre guide, nous a mis en confiance. La règle numéro 1 est toujours la même. Ne jouez pas aux idiots. Trop de confiance, c'est jamais bon. Et c'est parti pour 33 km de descente. La chaussée est caillouteuse, ne fait parfois que 3 mètres de large et borde des précipices sans fond. Très joli. Difficile d'imaginer que pendant 70 ans, des dizaines de camions empruntaient cette route jour et nuit et dans les deux sens. Une expérience stressante, mais mémorable. Le chemin était très beau, malgré le fait qu'on n'ait pas beaucoup de paysages, mais ça permet de se concentrer, parce qu'avec tous les cailloux et tout, il faut vraiment rester très focus sur la route à faire. Souriez les survivants.
Mais parfois en Bolivie, il n'y a plus de route. Il reste alors un moyen de traverser les étendues sauvages, le Buscarril. Parti de la banlieue de La Paz ce matin, Raoul va mettre 6 heures environ pour faire 200 km et desservir une douzaine de gares au volant de ce train atypique. C'est un bus. C'est un bus normal, un bus de route, sur lequel on a adapté des roues pour aller sur les rails. C'est pratiquement un train. Il y a des petits villages où la route n'arrive pas ici. C'est le seul moyen d'accès. On remplit donc un service social. J'utilise ce train pour rendre visite à mes parents qui habitent en pleine campagne. C'est très tranquille, c'est pratique. C'est vraiment un service qui nous est très utile par ici. Malgré le besoin des populations locales, il ne reste aujourd'hui que 2 Buscarril en activité dans tout le pays. Pour Raoul, c'est donc un privilège de s'asseoir 4 fois par semaine dans son petit train et admirer aux premières loges la beauté des paysages boliviens. J'aime beaucoup ce travail. C'est comme faire du tourisme tous les jours avec des personnes différentes. C'est très divertissant. En Bolivie, quelle que soit la route, il est impossible de ne pas se laisser transporter. Voilà Jérôme, c'est la Plaza Murillo tout simplement, en hommage aux grands révolutionnaires des mouvements donc, contre les colons espagnols au début de la guerre d'indépendance. Il y a de très beaux édifices ici, ouais. Qu'est-ce que c'est, raconte-moi? On a en fait le palais présidentiel, okay. Donc le pouvoir exécutif, et le pouvoir législatif en face, le Parlement. Oui. Et ici, La Paz, donc, c'est la capitale administrative, justement, de par ces bâtiments, ou la capitale politique. Et tu es dans la capitale administrative la plus haute du monde. Oui, c'est vrai que c'est la capitale la plus haute. On est en moyenne à 3700 mètres d'altitude. C'est marrant, ces mélanges d'architecture avec cette assemblée, ce bâtiment hyper moderne derrière, la même chose ici. C'est vraiment ce qu'on a eu, nous, dans notre histoire, hein. L'agrandissement du Parlement. Ça, c'est en 2019, sous Evo Morales, le premier président indigène. Oui. C'est très symbolique, mais il en avait marre de l'architecture espagnole. Bien sûr. Donc, volontairement, il fait une architecture très moderne. Donc, cette grande tour grise, c'est le nouveau palais présidentiel, la fameuse Casa Grande del Pueblo, la grande maison du peuple. Que signifient ces 3 symboles-là? En bas, donc, tu vois un arc avec des flèches qui symbolisent les luttes donc, des indigènes. Ouais. Au milieu, c'est la couronne des Incas. Ouais. Et eux, l'Empire Inca, donc leur grand dieu, c'était le grand dieu soleil. Et tout en haut, donc, c'est la représentation du soleil. Et pour anecdote, donc en langue native, Inti, ça veut dire soleil. Voilà, Jérôme, le téléphérique. Alors c'est quelle ligne? Parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs lignes. Hein. Donc c'est un grand réseau, hein, voilà, de 10 lignes. C'est quand même unique dans le monde, hein, parce qu'en plus c'est très moderne et technologique. Donc ici c'est la ligne rouge, qui était donc la première ligne de tout le réseau. Voilà, et en fait ce qui est sympa, c'est que ce bâtiment, c'est une ancienne gare de train. Donc on connaît bien l'architecture européenne, hein, normalement tu ne seras pas trop choqué. Ah oui, c'est grand. Donc là on va à la ville de El Alto. C'est une autre ville, hein, mais c'est 2 villes très connectées. Alors, on va aller acheter des boletos. Ouais, voilà. Buenas tardes. Bonjour. 2 boletos, 2 billets, s'il vous plaît. Eso es. Gracias. C'est 3? C'est 3 bolivianos chaque ligne. Je sais pas si... Même pas 50 centimes d'euros. Voilà, c'est ça. C'est vraiment très économique. Génial. Après toi.
Elle est juste à pied de ville. Il y a combien d'habitants ici à La Paz? On sait que ça passe déjà 1 million pour la ville de La Paz et l'Alto, il se pourrait qu'il y ait peut-être 2 millions d'habitants. Rien qu'à l'Alto. Donc on parle d'une grosse métropole en fait, La Paz et l'Alto. Donc tout ce qui est vallonné, c'est toujours La Paz. Hein. L'Alto, c'est vraiment une fois qu'on sera en haut et que c'est plat. Parce que dans les points les plus bas de la cuvette, on est à peu près à 3200 mètres d'altitude. Ah oui, là, on va arriver à 4100. Et bien sur 1000 mètres, tu peux t'imaginer qu'il y a des différences aussi de température et de ressenti. Carrément. Et c'est donc pour ça que les riches sont plutôt dans la ville de La Paz en bas. Ouais. Le fameux quartier coloré. Donc c'est l'histoire d'un quartier qui était plutôt défavorisé, hein. Un pauvre, et qui s'est donné une deuxième chance, un second souffle d'intégration à travers l'art. C'est des artistes locaux qui ont peint donc des fresques, donc que des choses positives bien évidemment, l'honneur, la liberté, le sourire, le rêve. Bon Jérôme, on va devoir traverser à la bolivienne. Alors c'est comment la bolivienne? Il y a une démarche particulière? Ouais, non, bah alors attends, déjà bien regarder à gauche, à droite, attention. On dit en rigolant, nous ici, que le chauffeur est prioritaire. Oui, d'accord, c'est carrément l'inverse de ce que tu connais en France, puisque le piéton n'existe pas. Le piéton doit s'arrêter pour laisser passer le chauffeur. Hein, il y a une grande logique. Voilà. Bon, ça va, on a réussi à passer. Historiquement, El Alto, c'était une banlieue de La Paz. Et depuis le 1985, on a eu l'émergence de nouvelles familles riches de El Alto. D'accord, qui sont Aymaras, qui sont aussi de... Toujours descendants d'Aymara, voilà, et qui ont eu une manière assez folklorique, spéciale, d'investir leur fortune, mais aussi de l'exposer. Donc voilà, la construction de grands immeubles avec des façades colorées et extravagantes. Ça s'appelle les cholettes. Chola, donc, c'est le nom de la femme indigène, et c'est un mélange donc du mot chola et du mot chalet. Nous avons... Ah ouais, là, Transformers. Et là, Transformers. Un cholette comme celui-ci, quelle est sa vocation? C'est un bâtiment commercial, d'habitation, c'est quoi en fait? Beaucoup de fois, c'est le cas de celui-ci. En rez-de-chaussée, c'est toujours des locaux commerciaux pour récupérer l'investissement qui est quand même assez coûteux. Et en général, en haut, les étages qui suivent donc, sont des appartements. Voilà Jérôme, on va pouvoir visiter l'intérieur d'un des premiers cholettes. Hein. Ah ouais. De l'architecte indigène Freddy Mamani. Ça fait presque art déco en fait cette façade. On dirait vraiment une façade de music hall. C'est très étonnant. Comme tu... Ouais, voilà, je te laisse déjà. J'ai envie de dire, ça fait mal aux yeux, sans être désagréable avec l'architecte. Donc ça, c'est la pièce principale. Oh, ouais. D'accord, ok. Bravo. Voilà, je te laisse contempler. Les couleurs, elles sont... elles sont claquantes, quoi. Exactement, c'est ça. Ça envoie. Le vert, qui représente donc la nature, la Pachamama. Pachamama, la et ensuite, le ton un petit peu rouge, orange et jaune. C'était la terre, en fait. Ouais. Et donc, de venir faire la fête dans un lieu comme ça, c'est aussi une façon de consacrer cette identité. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que, bon, là, j'ai pas en tête le prix exact, peu importe, mais quand même, ces salons de fête les plus chers, $3000. Ici, c'est quelquefois le salaire annuel d'une personne au SMIC ou proche du SMIC. D'accord, oui. Et le revenu moyen, c'est à peu près 300 €. C'est ça, voilà. Ouais. Wow. Imagine. Bon, merci de m'avoir emmené ici. C'est une super idée. Je ne connaissais pas l'existence de ces lieux-là. Bonjour. Comment ça va? Ça va. C'est vous qui faites ces figurines? Oui. J'adore, elles sont jolies. Ce matin, Maria vient faire son marché. Un marché un peu particulier. Le marché aux sorcières d'El Alto. Ils coûtent combien les petits lamas? Et les grands? Maria est ce qu'on appelle ici une Amauta, une sage de la cosmovision andine. Cette conception du monde ancestral est encore très ancrée en Bolivie.
Pour nous, notre interprétation du cosmos et de la vie, dans cette dimension, a essentiellement à voir avec la réciprocité. Donner et recevoir. Ce que tu donnes se multiplie. Pour nous, c'est le Ahayu, c'est l'âme qui habite chaque chose, jusqu'aux pierres. C'est-à-dire que tout a une vie qui doit être respectée. On va faire foyer, travail et santé. Amour, ça va, j'ai pas besoin. Les Boliviens ne lésinent pas sur les offrandes pour leur divinité, notamment pour la plus importante d'entre toutes, la terre-mère, la Pachamama. Ça, c'est une petite Pachamama? Tous les moyens sont bons pour s'attirer ses faveurs et sa protection. Statuettes en sucre, plantes, faux billets, et jusqu'au plus inattendu. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur les fœtus de lamas. Ça, ce sont des lamas qui n'ont pas pu naître ou qui n'ont pas survécu. Quand on les offre au feu, la fumée que ça génère va jusqu'au monde divin. C'est une opportunité pour ces esprits de se réincarner. Hier, j'ai fait une lecture de feuilles de coca avant cet achat. J'ai demandé 3 fois et elle a dit pas de lama, c'est pas nécessaire. Aujourd'hui, Maria doit participer à une cérémonie importante. La voilà partie vers Guaqui, au bord du lac Titicaca. Sur la colline sacrée qui domine la ville, un petit groupe l'attend. Salut! Véronica et son père sont 2 yatiris, 2 maîtres respectés de la cosmovision andine, auprès desquels Maria vient se former. Ils ont été mandatés par ses 3 sœurs pour leur venir en aide. Pour la santé de mon père. Oui, ça va s'améliorer. Véronica prépare pour chacune d'entre elles une messe blanche, une offrande destinée à une divinité en particulier. Ce qu'on fait là, c'est une offrande à la foudre qui, pour nous, représente la justice. Et la première chose que je fais, moi, c'est de mettre du vin. Avec ce vin, j'invoque les ancêtres pour qu'ils partagent avec nous. Car en Bolivie, avant chaque cérémonie, on déguste toujours quelques verres avec les esprits et avec la Pachamama. En mettant le feu aux offrandes, celles-ci sont censées atteindre les ancêtres. Malgré la colonisation espagnole et la conversion forcée du pays au catholicisme, les Boliviens restent très attachés à leurs croyances ancestrales. 90% d'entre eux pratiquent régulièrement ces rituels et font appel aux services de spécialistes dans ce domaine. Comme ici, au sud de La Paz, à El Alto, où s'alignent des dizaines de kiosques de guérisseurs, consultables à toute heure du jour et de la nuit. Bonsoir. Comment ça va, ma sœur? Je voudrais savoir si tu peux me faire une messe pour l'amour et les affaires. D'accord. Daisy a 30 ans, 2 enfants, et travaille en cuisine dans un restaurant. Elle consulte de temps en temps les curanderos avec l'espoir que son quotidien s'améliore. C'est important de venir ici. Parfois, on peut acheter des offrandes et les faire à la maison. Mais lui, il a plus de connaissances. Il fait ça depuis qu'il a 22 ans. Il est bien formé. Pour être un maître, il faut beaucoup de préparation, enquêter sur nos ancêtres. Le destin peut se lire dans les feuilles de coca, dans l'alcool, ou bien en palpant les veines de nos patients. Mario a été à bonne école. Sa mère et sa grand-mère étaient guérisseuses. Lui-même dit avoir été touché par la foudre lorsqu'il avait 18 ans, signe que la Pachamama lui aurait donné le pouvoir d'influer sur l'avenir.
À partir d'aujourd'hui, les choses vont s'améliorer dans sa trajectoire de vie. Je suis sûre que ça va tout changer pour moi, en amour comme dans les affaires. Petit à petit, ça va changer, oui. Daisy repart donc le cœur léger, confiante que la terre-mère ait entendu sa prière. Regarde, il y a une cholita. Ah si. Elena, le refuge où on va, là on se dirige, il est à combien de La Paz? Il faut 2h30 pour arriver au refuge de la montagne Huayna Potosí, à une altitude de 4700 mètres. Ouh là là. Tu travailles dans le tourisme et tu fais des randonnées, notamment en haute montagne, puisque c'est un petit peu la particularité des Cholitas, du groupe dont tu fais partie. Depuis combien de temps? Notre groupe de Cholitas Escaladoras est né en 2015. Nous sommes 14 Cholitas et nous avons toujours travaillé dans le tourisme, comme porteuses ou cuisinières. On voyait les étrangers revenir d'excursions très heureux. Et ça nous a donné envie de grimper nous aussi. Donc nous avons décidé de former ce groupe. Depuis ce jour, je me sens totalement libre, comme si je volais. Une femme en jupe, extrêmement fière de celle que je suis et d'où je viens. Tu as un parcours absolument incroyable, un parcours de vie, parcours aussi d'aventurière et parcours de femme, quoi. C'est génial. Nous sommes toutes si heureuses quand on part en montagne. D'ailleurs, je crois qu'on aperçoit le glacier en face de nous, non? Oui, c'est le vieux glacier du Huayna Potosí. C'est la montagne que je préfère gravir. Bon, je suis impatient. C'est cool. Super. Bonjour, comment vas-tu? El contador. Alicia, me llamo Jérôme. ¿Y tú? Pasesa. Voici mes amis qui font partie des Cholitas Escaladoras. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. On te propose de passer la nuit au refuge. Super. Demain, on va t'emmener sur les flancs du Huayna Potosí. Je suis enchanté de vous rencontrer, je suis très heureux d'être là. Oh, dis donc, c'est grand. C'est un peu notre deuxième maison ici. Vous pouvez accueillir combien de personnes ici? On peut héberger jusqu'à 30 personnes. Toi, tu vas dormir dans cette chambre. Tu vas pouvoir te reposer. C'est super. Et il y aura d'autres visiteurs dans le refuge ce soir? Non. Donc si ton lit ne te plaît pas, tu peux essayer celui d'à côté ou le suivant. Oh, super. Je vais faire ça. C'est ta chambre privée. Bon, je pose mon sac. À tout de suite. Viens, viens. Hola. Je te présente une autre des Cholitas Escaladoras. Elle est aussi la gardienne de ce refuge. Elle s'appelle Domitila. Enchantée, Domitila. Je vis ici. Tu vives acá? Todo el año? Oui, toute l'année. Et me llamo Jérôme. Jérôme, oui, comme tu veux. Oh, c'est trop difficile. Tu veux m'appeler John? Allez, appelle-moi John. On épluche les pommes de terre. Et vous les cultivez ici, à cette altitude? Ok, super. Juste là, devant le refuge. Ça sent très très bon, ça. J'ai préparé une sauce. Avec de la viande, je vois des carottes, des petits pois, des oignons. Ça sent terriblement bon. Je sais que dans votre groupe des Cholitas Escaladoras, vous êtes aussi très engagés pour la cause féminine. Oui, car quand nous avons commencé l'alpinisme, nous avons reçu beaucoup de critiques, de discrimination, disant que les femmes doivent s'occuper de leur maison et des enfants. De tous les côtés, j'entendais. Non, non, l'escalade, c'est pas pour toi. La montagne est sacrée.
La montagne est sacrée, mais on peut tous y aller. Et maintenant, nous sommes reconnus au niveau international. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont reconnues dans votre volonté d'émancipation, d'affirmation. Et ça, je trouve ça génial. Et d'autre part, il y a aussi ce symbole, ce patriarcat un peu installé ici, en fait. C'était un peu comme une montagne qui était infranchissable. Et là, vous avez réussi à arriver en haut de la montagne et à dire « Eh oh, on est là ». Oui, c'est ça. C'est un beau symbole, je trouve. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu vous rencontrer, pour ce combat que vous menez. Ah, tu danses? Ça vaut quelques pas de danse, non? Eh oui. Vamos, el baile de la cocina. El baile de la chonita. Ta, 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 ta. Bon, ça va cramer tout ça. Ça en est où, là, la cuisine? Nous commençons l'ascension par le barrage. On se rend sur le vieux glacier de Huayna Potosí. On va passer par ce côté. On devrait atteindre les 5000 mètres. Waouh! Nous partons remplis d'énergie. Si, avec force et avec joie. Tu es fatigué? Tu te sens bien? Ça va? C'est l'oxygène. Il faut que tu boives de l'eau. Et prends de la coca si tu veux. Oh la vache. Les feuilles de coca, c'est bon pour l'altitude, pour les maux de tête, aussi pour les douleurs d'estomac. Quand tu as un coup de fatigue, ça fait du bien. Tiens. Merci beaucoup. Là, on sent très bien que l'oxygène est très manquant. Et aussi, l'altitude, de temps en temps, tu vois, il y a comme un peu des petits vertiges qui viennent, hop, ça dure une seconde et ça repart. Et c'est là qu'il faut savoir écouter aussi son corps et se dire stop. On est à quelle altitude là d'ailleurs? Je vais regarder sur mon téléphone. Oh, 4850 même. Bon. C'est ton record? Ah oui, c'est un record. Chaque mètre qui va être parcouru ici va être un record pour moi, c'est sûr. Il ne faut pas mastiquer la coca comme un chewing-gum. Tu la places d'un côté de la bouche et tu aspires le jus. Je l'humidifie avec ma salive, ouais. Bon. Merci d'aller à mon rythme. On ne manque pas d'oxygène, nous. Ah oui, c'est ça, vous avez de la chance. Parce que nous vivons toutes à 4200 mètres d'altitude. Merci pour cette pause. Allez, vamos. Tranquillement. Oh oh, je crois comprendre. On va escalader un par un. Allez, je grimpe. Ah oui, d'accord, ok. Tu montes à l'escalier, quoi, tranquille. C'est incroyable. Vous êtes incroyable. Bravo, Selena. Allez, plus que 2 mètres, 4998. Oh là là. Ouais. Ouh.
redescends. Oh là, quel acrobate, dis donc. Bravo. Tu es prêt à grimper? Je vais essayer. À toi, mon ami. Tu peux y arriver, John. Courage. Tu es en haut? Yes. Ah. Allez. Encore un peu. À côté de mon ami. Conmigo, amigo. Tu as réussi. Ah, c'est vous qui m'avez emmené jusque-là. Merci mille fois de m'avoir permis de vivre cette expérience. C'était difficile physiquement, mais vous m'avez encouragé, vous m'avez aidé. Vous êtes des battantes avec ces jupes assez imposantes. Vous m'avez fait penser un peu à des fleurs qu'on aurait déposées comme ça sur le glacier. Et c'était très agréable. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez prévu de faire d'autres ascensions un peu spectaculaires? Oui, le prochain grand projet des Cholitas Escaladoras, c'est l'ascension de l'Everest. La plus haute montagne du monde. Incroyable! On ira en jupe, bien sûr. Oh, génial! Vous allez fleurir l'Everest et je suis sûr que vous allez y arriver. C'est bientôt. Je vais suivre ça de très très près. Hein. Faire du skating avec la pollera, c'est pas facile car tu peux pas voir tes pieds. Mais il y a un avantage, c'est que quand tu tombes, tu te fais pas mal. Ça t'amortit. Francesca et Nayeli ont commencé le skateboard il y a moins de 4 ans. Mais sur le skatepark de La Paz, leur style détonne. Car au lieu d'arborer les vêtements typiques de cette discipline, elles ont décidé de porter l'habit traditionnel des Cholitas. Le costume de la Cholita de La Paz est principalement constitué de la pollera. Là en dessous, il y a des jupons entre 4 et 5. Et c'est ça qui donne cette forme ovale. Après, il y a les tulmas. C'est important car ça nous permet de garder nos cheveux derrière pour que ça ne nous gêne pas. Malgré le côté peu adéquat de cet habit pour pratiquer leur sport, Nayeli et Francesca en sont fiers. C'est un élément important de leur histoire et de leur héritage. Ma grand-mère s'habillait tous les jours en Cholita. Elle vendait des bonbons et avant des feuilles de coca. Ma mère aussi avait l'habitude de porter la pollera. Les deux sont des exemples pour moi et c'est pour ça que je suis heureuse de mettre ces vêtements. Mais aujourd'hui, pour les femmes de leur génération, enfiler la pollera n'est pas qu'une marque de respect. C'est un acte politique. Nayeli et Francesca s'inscrivent dans un mouvement plus global de réappropriation de l'image des Cholitas, trop souvent dévalorisée. Ces femmes représentent la fierté bolivienne. Parce que ce sont des battantes, des travailleuses. Elles vont toujours de l'avant, elles ne se laissent pas abattre. C'est la même chose pour nous dans le skate. Pendant très longtemps, les Cholitas, issues des communautés indigènes, étaient considérées comme des femmes peu éduquées, vivant de petits boulots ou devant rester à la maison pour s'occuper des enfants. Mais au début des années 2000, les choses ont commencé à changer. Des Cholitas ont défié les normes établies dans la culture, les médias et même le catch. Tu peux me l'accrocher ?
Depuis 15 ans, chaque dimanche, Veronica se transforme. En quelques minutes, cette fonctionnaire de 36 ans quitte son costume de tous les jours pour devenir Elisabeth, la voleuse de cœur. Ce qui m'a attirée dans le catch, c'est de me trouver moi-même, de changer mon caractère. Avant, j'étais quelqu'un de timide, en insécurité, peureuse. Et maintenant, je suis quelqu'un de sociable, qui aime partager, parler, avoir des relations avec plein de personnes. Ça m'a aidée. Aujourd'hui, Veronica est la catcheuse la plus célèbre du pays. Elle joue pourtant un personnage de méchante qui lui vaut autant de huées que d'applaudissements. C'est très impressionnant. Et puis j'aime beaucoup l'agilité des cholitas. Elles sont trop fortes. On rigole, on les encourage. C'est très divertissant. Je trouve ça incroyable, c'est super cool. Il n'y a qu'ici que vous pouvez voir quelque chose comme ça. Mais pour Veronica et les autres combattantes de lucha libre, l'important n'est pas la notoriété. Sur le ring, elles luttent avant tout contre leurs conditions, les stéréotypes de genre, et défient l'ordre établi. Je suis contente car on montre que la Cholita de Bolivie peut s'émanciper et prendre le haut de l'affiche. Je me sens heureuse de pouvoir transmettre ça à toutes les femmes et pas qu'aux femmes boliviennes. Parce que nous les femmes, on a des cœurs de guerrières. Pas que sur le ring, mais aussi dans la vie quotidienne, dans l'éducation des enfants, dans le travail. Et il faut espérer que leur combat porte un jour ses fruits. Malgré des lois censées les punir, les violences faites aux femmes sont encore très répandues en Bolivie. Le pays présente aujourd'hui l'un des plus hauts taux de féminicide en Amérique du Sud. Bonjour. Bonjour. Je vais vous prendre quelques blocs de sel. Oui, vous en voulez combien? J'ai différents prix, 3,50 ou 5 bolivianos. Soit 5, s'il vous plaît. Buenos días. Selene. Enchantée. Sí, encantado. Jérôme. Je suis en train de faire mes courses. Ah, ce sont les blocs de sel? Si, si. Wow. J'ai besoin d'acheter du sel pour mon bétail. Comme en ce moment, il y a beaucoup de naissances, on leur donne du sel pour qu'ils puissent améliorer la qualité de leur lait. Et ça nous aide aussi à les engraisser. On élève des lamas et des moutons. D'accord. C'est vrai que le sel dans la région, c'est pas ce qui manque. Hein. Non. On peut presque fabriquer une maison avec ça. 25 bolivianos pour les 5. Donc ça fait à peu près 3 € les 5 blocs. C'est pas cher, parce que ça va faire au moins 3 semaines pour une tête de bétail. Ah oui. Merci. Gracias. Adios. C'est gigantesque en fait. C'est-à-dire qu'à perte de vue là, on a ce désert de sel qui s'étend. On a presque l'impression d'être sur un glacier. Toi, Selene, tu es originaire de cette région? Oui, moi je connais le Salar depuis que je suis toute petite. Parce que ma mère m'emmenait au village de Tahua, là où on va. Pour voir de la famille ou pour des fêtes religieuses.
Vladi, on peut s'arrêter s'il te plaît? On descend. Allez, super. Historiquement, cette étendue était complètement recouverte par la mer. Et il y a très longtemps, il y a eu un séisme. Et c'est comme ça qu'est née la cordillère des Andes et la cordillère occidentale. Et l'eau a stagné entre les deux chaînes de montagnes. Et c'est ainsi que s'est formé le plus grand désert de sel d'une superficie de 10 500 km². Mais cette superficie n'est pas figée, parce que lorsqu'il pleut, le sel se détrempe et peut s'étendre sur les bords. Il peut alors atteindre une superficie de 12 000 à 13 000 km². Ah ouais, c'est fou. 12-13 000 km, c'est une fois et demie la taille d'une île qu'on a chez nous qui s'appelle la Corse, quoi. C'est, je sais pas, ça me paraît gigantesque, quoi. Ce lieu s'appelle Binto. Et je t'ai emmené ici car une de nos familles célèbre un mariage. Je voulais t'inviter. Ah, c'est super. Pour que tu puisses découvrir nos traditions ancestrales. Très heureux, ça me touche beaucoup. Bienvenue à la fête. Hola. Buenos días. Les futurs mariés sont dans la chapelle pour la messe du prêtre, pour la bénédiction de l'union du couple. Mais tu peux voir aussi la présence des hautes autorités du village, vêtues avec les ponchos et les chapeaux blancs. Ah, je vois. Eux aussi sont présents pour donner leur bénédiction. Ah, aussi, d'accord. Donc il y a une bénédiction religieuse et une bénédiction de la part de la communauté. Exactement. Une double validation. Vive les mariés! Ils sont beaux comme tout. Ils sont tout jeunes, hein. Bienvenue parmi nous, dans mon village natal. Je suis fier que mon fils ait fait le vœu de se marier ici, dans mon village. On bénit les mariés. On doit prendre quelques feuilles de coca pour les offrir à la mère nature et lui demander que ce mariage soit une réussite. Merci d'être venu assister à notre mariage. Est-ce que les jeunes gens de votre génération ont l'habitude de faire des mariages, on va dire, traditionnels comme le vôtre? Beaucoup moins. C'est pour ça qu'on voulait vraiment se marier ici. On veut perpétuer les traditions parce qu'elles se perdent de plus en plus avec le temps. Les jeunes doivent continuer de se marier et préserver ces coutumes. Bravo. C'est pas trop difficile pour moi. Hop, 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 j'ai dit ça trop vite. Hey. C'est génial, j'adore cette ambiance. C'est formidable. Oh là là, ça s'accélère. Le morceau le plus long de toute ma vie.
Gracias, Claudie. L'hôtel a une super vue sur le volcan et aussi sur le Salar. Il est construit à partir des blocs de sel. Mais non. Les blocs que tu as vus à Colchani et de la pierre locale. Toute l'électricité provient de panneaux solaires. Bonsoir. Nous avons une réservation pour 2 chambres. Au nom de Séléné? Oui. Parfait. Ici, c'est un hôtel associatif. Le but principal de cet hôtel est d'améliorer l'économie du village. Alors comment le fonctionnement de l'hôtel bénéficie à la communauté? Avec l'argent du tourisme, on subventionne différentes actions. Par exemple, pour Noël, on apporte des cadeaux aux enfants. Mais on soutient aussi les activités comme l'élevage, l'artisanat pour nous tous. Demain, je te ferai découvrir en détail certaines missions de notre association. Voici vos 2 clés. Gracias, Seigneur. C'est très beau, c'est très lumineux et très blanc et c'est surprenant en fait. J'imaginais pas qu'on puisse construire avec des blocs de sel et que ce soit aussi solide. Hein. Buenas noches, Selene. Buenas noches. Bonne nuit, Jérôme. Hasta mañana. À demain. Hasta mañana. Comme tous les matins depuis 15 ans, le Peke-Peke de Saigon ronronne sur les eaux du Titicaca. Le jeune homme va relever les filets qu'il a posés hier soir sur ce lac qu'il connaît par cœur, mais que, depuis quelque temps, il ne reconnaît plus. Ici, on devrait avoir 2 ou 3 mètres de profondeur. Et là, on a à peine 1,50 m. Il n'a pas beaucoup plu cette année. Et dans une eau si peu profonde, sans surprise, les poissons ne sont pas légion. Moi, je pêche depuis que j'ai 20 ans. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Avant, il y en avait suffisamment. On pouvait en vivre. Là, on va en avoir une dizaine. Alors qu'avant, en une nuit, c'était plutôt 50. Oh, regarde. Un poisson roi. C'est bien. Mais cette belle prise ne suffit pas à rassurer Saigon. Depuis plusieurs années, la ressource en poissons a chuté de 80% et malgré le soleil, l'avenir s'assombrit. Le lac pour nous est sacré. Ce sont les ancêtres qui nous ont appris à le respecter. Je suis préoccupé et triste à la fois parce que c'est le seul revenu qu'on a. Et moi et les autres, on regarde les jeunes partir en ville ou à l'étranger. Le lac Titicaca est l'un des joyaux de la Bolivie, le plus grand lac d'Amérique du Sud. Perché à 4000 mètres d'altitude, il n'est alimenté que par les pluies et celles-ci se raréfient sous l'effet du réchauffement climatique. En 50 ans, le niveau de l'eau a baissé de 5 mètres, laissant par endroits de nombreux villages à sec et découvrant de vastes plaines. À ce phénomène s'ajoute un autre péril qui inquiète particulièrement l'un des spécialistes de cet écosystème. Là, on est sur un canal artificiel qui va déboucher dans le petit lac et qui transporte toutes les eaux usées de El Alto. El Alto, c'est une ville d'1 million d'habitants. Comme vous pouvez voir, les eaux sont absolument immondes. Et en fait, c'est la station d'épuration qui est complètement dépassée. Toute cette pollution, en grande partie organique, mais aussi chimique, parce qu'il y a beaucoup d'industries à El Alto, débarque directement dans le lac. Et si l'eau continue de baisser, le système de filtration naturelle de cet environnement ne sera plus efficace. Et le Titicaca risque une contamination généralisée. Voilà pourquoi Xavier, qui étudie le lac depuis 1979, a lancé il y a 5 ans un projet pour suivre au jour le jour la santé de ce joyau fragile. Bon, ça passe à la terrasse. On passe par derrière ? La bouée hydrométéo, c'est un système qui mesure en permanence la qualité de l'eau et aussi les conditions météorologiques avec la station qui se trouve là-haut. Avant cela, il n'y avait
aucune étude, aucun suivi sur ce lac. Et donc les gens étaient un peu surpris de voir que la qualité de l'eau s'était détériorée. Détériorée dans le sens où il y a beaucoup plus de microalgues qu'avant. Comme on peut le voir, l'eau est pratiquement verte ici, alors que dans le temps, c'était plutôt dans les tons bleus. Des microalgues qui prolifèrent en raison des apports nutritifs apportés par les eaux usées et qui, en se décomposant, dégagent des gaz nocifs. On va juste ouvrir pour voir que tout va bien. Dans les années 70, il y avait à peu près 3 microgrammes par litre de chlorophylle, c'est le pigment des algues. Et maintenant, ici, on tourne en permanence au-delà de 10, et bien souvent 20 ou plus. Et ça, c'est des situations qui ne sont pas normales. On croit difficilement les scientifiques, on pense que les scientifiques exagèrent toujours la situation. Mais là, on a des données qui le prouvent. Malgré des données alarmantes et un réchauffement climatique qui devrait atteindre sur le lac 4 à 5 degrés en 2100, les autorités nationales se désintéressent pour l'instant du problème. Il existe pourtant des solutions. Des systèmes de filtration naturelle ou des stations d'épuration mobiles pourraient enrayer la pollution aux eaux usées et ainsi redonner au lac Titicaca sa beauté millénaire. C'est quand même une des grandes merveilles du monde. On n'a pas le droit, je pense, de se désintéresser et de se dire que finalement, les futures générations se débrouilleront. On n'a pas le droit de détruire un endroit aussi magnifique. Jérôme, je vais te présenter une éleveuse avec qui mon association travaille pour la récolte de la laine. Ok. Bonjour, comment ça va? Bien, moi c'est Virginia. Virginia. Ah, très bien. J'aime beaucoup le look. En jean en plus. Lui c'est le berger. Je garde le bétail. Vous avez combien de têtes de bétail là? Parce qu'il y a quand même beaucoup de lamas là. Avec les naissances, à peu près 80. Ils sont en train de faire des petits gémissements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont faim? C'est quoi? Ils pleurent parce qu'ils veulent sortir. Ah bah oui. La richesse du lama, c'est la variété de couleurs de sa robe. Il y a toute la gamme, du clair au foncé. Il y a du beige, du blanc. C'est un animal qui a une bouille qui est très avenante, quoi. On a envie de lui faire des câlins. Après, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais... Le lama est un animal des Andes, très élégant, très beau. Parole d'éleveuse. Avec l'association, aidée par les institutions, nous gérons des campagnes de santé animale, comme les campagnes de vermifugation ou de compléments alimentaires selon les saisons. On gère également des campagnes de tonte pour acheter la laine de nos éleveurs locaux en coopérative. Ça veut dire que vous faites comment? Ce qu'on fait, c'est qu'on impose un prix sur le marché national ou international de la laine. Par exemple, si les entreprises étrangères demandent un prix de 20 bolivianos par kilo, 2,50 €, la coopérative double ce prix. On va leur acheter 40 bolivianos, 5 €, pour qu'ils puissent amortir leurs coûts de production. C'est très bien, bravo. C'est à la fois très vertueux, puis vous mettez vos compétences que sans doute certains éleveurs ou éleveuses n'ont pas, pour leur permettre d'avoir des troupeaux en bonne santé, de mieux vendre leur laine et de les épauler en cas de coup dur, c'est super. Bravo. Merci. Entre. Hola. Bonjour. Je viens chercher la laine. Oui, elle est prête. Voyons voir. Là, on a du gris,
Et ici du blanc, qui n'a pas le même prix. C'est plus cher. Oui, plus cher. La raison, c'est qu'avec la couleur blanche, on peut faire des teintes, y mettre la couleur que l'on veut, à la différence des couleurs naturelles, avec lesquelles on fait des tapis, par exemple, comme celui-ci. On achète la fibre, comme ça, brute, et après, on rassemble tout dans l'usine d'Uyuni. Puis on la dégraisse, on l'aère, la nettoie et elle est prête pour le filage. Voilà le résultat. Ah, c'est beau, hein? C'est beau. Ça, c'est vraiment le top de la fibre. Ça, c'est le top? C'est celle qu'on commercialise pour l'Argentine, le Chili. Et désormais, nous espérons toucher le marché européen. C'est vrai? Oui. Bon, mesdames, la laine est vraiment bien. Vous avez bien travaillé. Je vais vous acheter les deux, la blanche et la grise. Bravo, vous êtes courageuse et vous faites un beau travail. Je t'emmène sur l'île de Inkawasi. C'est un endroit merveilleux et mystique. On va vivre une expérience inoubliable. Oh, super. J'ai hâte de voir ça. Tu m'avais pas menti, hein? C'est sublime. Pour nous, c'est la maison des Incas. On a une vue spectaculaire sur le volcan. Ces cactus ne fleurissent qu'une fois tous les 100 ans. Tu m'as gâté, hein? Tu as tout à fait compris en fait ce qui me plaisait et tu m'as offert tout ce que j'aime en fait. La richesse des gens et leur authenticité et puis la beauté d'un paysage à couper le souffle. Les portes de ma région seront toujours ouvertes pour le monde entier. La seule chose que nous demandons, c'est que chacun la protège et la valorise comme nous. C'est un patrimoine que nous ont transmis nos ancêtres et nous voulons qu'il reste intact et beau pour les futures générations. Je voulais te féliciter. Merci à toi, Annie. Merci à toi. Il faut avoir une bonne vue, car elles sont bien cachées. Il ne faut pas passer à côté. Oui, quand tu passes, la boue se relève. Ah, là, il y en a une petite. Sur les hauteurs de La Paz, à 4500 mètres d'altitude, une étrange récolte bat son plein, tout en délicatesse. À 35 ans, Marcia Taha est la chef cuisinière la plus célèbre de Bolivie et l'une des plus prometteuses au monde. Aujourd'hui, avec sa stagiaire Andrea, elle cherche dans ce petit lac des murmuntas, des petites algues en forme de billes. C'est pas le meilleur moment. Il faut plutôt venir à la saison des pluies. Quand on vient à la bonne période, on en prend des seaux entiers. Moi, personnellement, j'aime bien les toutes petites. Ça a plus de saveur et une texture plus spéciale dans la bouche. En plus, elles sont jolies. C'est comme un caviar d'altitude. Il y en a au milieu, là? Oui, mais on va pas y aller. C'est trop profond. C'est un peu compliqué. Super. Marcia vient dans ces montagnes avec son équipe une fois par mois. Cuisiner avec des produits sauvages fait partie de son identité culinaire. Et malgré la rigueur et l'aridité de l'environnement, elle trouve toujours quelque chose à ramasser ou à cueillir pour préparer ses plats. Tu sens? Ça sent le curry. Oui, super fort. Il faut prendre les feuilles vertes seulement. C'est ça dont on a besoin. Sur ces pentes, de la wira wira, une plante médicinale traditionnellement consommée en infusion, que Marcia a décidé d'intégrer à sa cuisine. Pour elle, utiliser des produits naturels est une évidence. Une manière de rendre hommage à son terroir et à son histoire.
ce sont des produits que nos ancêtres ont toujours consommés. Je crois que les chefs d'aujourd'hui ont la responsabilité de s'approprier cette cuisine et ces produits qui font partie de notre culture et notre identité. Si on perd ça, on perd presque tout. Depuis 4 ans, Marcia dirige les cuisines du plus célèbre restaurant gastronomique de La Paz, Gusto. Les gars, on envoie un alligator, papaye verte et mangaba. Oui, chef. Ici, en plus des murmuntas et de la wira wira, on cuisine des fruits amazoniens, des tubercules des Andes, de la truite et même de l'alligator avec une seule règle, n'utiliser que des produits boliviens. Pour moi, ce n'est pas un frein, mais au contraire, ça stimule notre créativité. Ça nous permet d'innover. Pour nous, c'est de l'or. Un exotisme et une originalité qui semblent ravir ses clients. Je n'avais jamais mangé d'alligator avant. C'est une super expérience. Je le recommande à tout le monde. Ce repas était très complexe et intéressant. On a testé plusieurs restaurants, mais celui-ci, c'est le meilleur. Chez Gusto, 90% de la clientèle est étrangère. Service. Preuve que la cuisine bolivienne est en train de se faire un nom. Je crois que la Bolivie fait partie de la carte du monde de la gastronomie. On a été de bons ambassadeurs dans les 10 dernières années pour nous faire connaître. Bien sûr, il nous reste du chemin à faire. Il faut continuer à travailler. Mais on devient assurément une référence. L'engouement est tel que les établissements boliviens ont eu besoin de former des milliers d'employés. Dans le centre-ville de La Paz, au restaurant-école Manca, un tiers du personnel est en formation. Lourdes est arrivée ici il y a quelques semaines après avoir longtemps travaillé avec sa mère. On avait un petit kiosque de rue. On vendait du poisson frit. On avait des clients étrangers qui venaient toujours manger. Et depuis des années, je voulais étudier la gastronomie, mais c'était très cher. Bonjour tout le monde. Bonjour, chef. Alors qu'elle pensait qu'une formation gastronomique n'était pas à la portée de ses moyens, Lourdes a découvert cette école gratuite qui recrutait sur dossier. Et maintenant, on va faire un test avec 4 en même temps. Comme Lourdes, en 10 ans, 6000 étudiants ont été formés à la cuisine et au service dans l'un des 11 établissements de la structure, avec pour beaucoup l'espoir d'améliorer leurs conditions de vie. Il y a des gens qui viennent de milieux défavorisés, avec des problèmes sociaux, de la violence, qui sont conscients de leurs difficultés. Et on essaie de les motiver. Ce qui compte le plus, c'est l'envie de pratiquer et d'apprendre. L'attitude, le talent, ça ne fait pas tout en gastronomie. On a beaucoup de jeunes qui sont partis au Chili, en Colombie. Tous ces jeunes sont reconnaissants et reviennent parfois partager leur expérience. La commande pour la table 28. Cette nouvelle génération de cuisinières et de cuisiniers motivés, dynamiques, compte bien ne pas rester trop longtemps à mijoter au cœur de l'Amérique du Sud. Le monde de la gastronomie leur tend les bras. Tout feu, tout flamme. Comme tu peux le voir, le relief est très accidenté. Oui, c'est ça. En général, le matin, on commence par grimper, de plus en plus haut. Les champs sont situés à 30 ou 40 minutes de marche des maisons. C'est toujours une épreuve ensuite de pouvoir reprendre des forces pour travailler. C'est clair qu'en Bolivie, il faut avoir le souffle. Salut les gars, comment ça va? Bonjour. C'est un champ d'expérimentation sur lequel on travaille avec l'association Cœur de Forêt. On fait différents tests ici. Par exemple, on a ajouté du fumier de lama sur cette parcelle. On a aussi planté un certain nombre d'arbres. L'objectif est d'améliorer le sol.
Ce sont des plants de coca, ça. Oui. Donc là, les feuilles, là, elles sont prêtes à cueillir, mais elles sont petites pourtant. Si, les feuilles sont mûres. Celles qui sont vert foncé. Une plante de coca peut être récoltée 3 à 4 fois par an. Et alors, le principe de l'association Cœur de Forêt, pour laquelle tu travailles, c'est d'aider les agriculteurs ici à produire mieux, à moins abîmer les sols. Autrefois, la culture de la coca se faisait durant 20 ou 30 ans sur le même champ. La tendance actuelle d'avoir recours aux produits chimiques fait que les rotations ne durent plus que 10 ans. Ah, ok. Et le plus gros problème, c'est que pour créer une nouvelle parcelle, on déforeste, on coupe les arbres. Okay. C'est pour ça qu'avec l'association, nous tentons de cultiver en bio, pour que les agriculteurs puissent rester plus longtemps sur le même sol. Ok. Et alors toi, tu es ingénieur, je crois, en agroforesterie. Est-ce que ce choix est aussi en lien total avec justement cette déforestation? J'ai grandi ici. C'est ma maison. Et ça me fait beaucoup de peine de voir que certains ne prennent pas soin de notre environnement. Il faut essayer de changer les choses, même si c'est un tout petit changement parfois. Le plus important, c'est de voir les résultats. Finalement, tu aides les gens à cultiver de la même manière que le faisaient les Incas il y a 5000 ans, en fait. Oui, c'est ça. On sait que la coca est une culture millénaire. À l'époque, les champs étaient parsemés d'arbres, d'agrumes, de café. Et tout poussait mieux. Ouais. Ici, en Bolivie notamment, mais dans les pays frontaliers également, la consommation par la population des feuilles, je ne parle pas de la transformation faite par le trafic de drogue avec des produits chimiques, là c'est un autre produit et ce n'est pas du tout ce dont on parle. Quand vous consommez des feuilles de coca ici, c'est comme nous quand on prend un café chez nous, quoi. Tout à fait. Et ces 20 dernières années, on a pu observer une augmentation de la consommation de feuilles de coca. Maintenant, elles sont consommées dans les villes, alors qu'avant, c'était surtout en milieu rural. J'aimerais te montrer une autre action de mon association. Si ça te va, nous pourrions aller planter quelques arbres dans un autre village. Ça marche. Non, tu veux me faire travailler aujourd'hui, C'est parti. Diego, vous accompagnez combien de producteurs, d'agriculteurs? On travaille avec toutes les communautés qui sont autour de Coroico. Ça fait environ une centaine de villages. Ah oui? Oui, et nous sommes 18 personnes à travailler ensemble, chacun dans sa spécialité. La reforestation est le sujet principal. Nous avons une partie apiculture et ce que tu as pu voir, la culture de la coca biologique. Où est-ce que tu étudiais pour être ingénieur? Je suis allé à l'université, tout près de Coroico. C'est une université dédiée au développement rural, l'agriculture familiale, l'agroécologie, focalisée sur le respect de l'environnement. Et surtout, elle nous forme sur les différents modes de pensée. Dans beaucoup de cas, si tu ne connais pas la mentalité locale, ton projet risque d'échouer. Bonjour, sois le bienvenu, Diego. Merci. Hola. Bonjour, bienvenue. Je vous présente Jérôme. Toutes les personnes qui sont ici font partie de ce village. D'accord. Et vont nous aider cet après-midi pour un projet de reforestation. Waouh, il y a du monde, dis donc. C'est chouette de voir qu'il y a, on va dire, une solidarité, un engouement de la part de la communauté pour pouvoir faire partie de ce projet, quoi. Oui, car le projet concerne une parcelle juste ici. Okay. Autrefois, c'était une forêt et elle est partie en fumée. Allez, on va replanter des arbres. En commençant par creuser des trous de 30 cm de profondeur et 30 cm de large. Ensuite, on peut y planter les arbres, en respectant une distance de 5 mètres entre deux plantes.
viennent d'où ces plants-là? Qui les a fait en fait? Nous avons une pépinière dans un autre village. D'accord, donc vous êtes autonome en fait? Oui. Il y a un engagement très fort de la part des communautés. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, nous sommes sur des terres qui ne sont pas utilisées par les habitants à cause de l'état du sol. Il n'est pas assez bon pour être cultivé. L'objectif de cette reforestation, c'est que dans un futur proche ou lointain, on puisse à nouveau avoir une forêt qui va purifier l'air, qui va retenir l'eau, pour que les gens d'ici soient en meilleure santé. Oui. L'association s'appelle Cœur de Forêt et toi, tu as vraiment la forêt dans le cœur. Si? C'est joli. Oui, c'est vrai. Allez, on va les planter alors. Hop. Promets-moi de revenir dans 10 ans, quand l'arbre aura bien poussé. Ouais, j'espère. La vue, elle est juste imprenable ici. Hein. Panoramique. Les couleurs sont différentes dans l'altiplano. Ici, c'est très vert. C'est encore un autre paysage, c'est encore une autre ambiance et c'est très très beau. Et bravo à toi pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Comment on va répartir le poids? Un peu là et un peu là? Sur les bords du fleuve Maniqui, au cœur de l'Amazonie bolivienne, une expédition se prépare. Tiens, ton chapeau. Ah, merci. Marcos est le chef des gardes forestiers de la réserve du Beni, une zone protégée de 135 000 hectares située au nord du pays. Avec son équipe, il va partir pour 2 jours de mission. Bon, ce qu'on va faire, c'est une patrouille sur une zone prioritaire. L'objectif, c'est d'observer et compter les dauphins du fleuve et aussi de bien regarder les tortues. Quand vous observez un mouvement dans l'eau, on réduit la vitesse. On prend notre temps, on n'est pas pressé et on fait le maximum d'observations possible. Souvent connue pour ses paysages de montagne, la Bolivie est recouverte par la forêt amazonienne sur près d'un tiers de son territoire. Pour surveiller cette zone gigantesque, le pays ne compte que 300 gardes. L'une des priorités de Marcos est d'observer et de compter les espèces animales particulièrement menacées. Tortue, tortue! Ah, il y en a une autre derrière. Ok, 2 tortues. C'est une espèce vulnérable, principalement à cause du trafic. Des braconniers viennent entre août et septembre pour vider les nids de tortues et vendre les œufs. Afin d'enrayer le phénomène, lorsque la saison de la ponte commence, Marcos et ses équipes récupèrent les œufs et les font éclore dans leur propre pouponnière avant de les remettre à l'eau. On observe les grandes, mais surtout les petites. Ça nous permet de voir l'impact de notre programme de conservation. C'est un grand espoir pour la rivière et pour l'Amazonie. On est très contents. Là, des petites. Et les bonnes nouvelles ne sont pas terminées. Quelques minutes plus tard, une autre apparition ravit Marcos. Waouh! Waouh! Regarde. Waouh! Celui-là, il est plus rose. Sous leurs yeux, une famille de botos, appelée aussi dauphin rose, le plus grand dauphin d'eau douce au monde. C'est une espèce endémique en Bolivie qui ne vit que dans les rivières d'Amazonie.
C'est une espèce menacée dans d'autres endroits. Mais heureusement, dans ce secteur de la rivière Maniqui, la population est assez saine. Et ce qu'on fait en tant que garde, c'est vraiment observer, localiser les mouvements, s'il y a des petits, pour établir l'état de conservation. Ce serait bien de faire une vidéo. Car de nombreux dangers planent sur ces dauphins et sur l'Amazonie en général. Le trafic de bois, le braconnage, l'extraction minière, mais surtout les incendies provoqués par les populations locales pour défricher leurs parcelles agricoles. 1700 autochtones de la tribu Chimani vivent à l'année sur les bords du fleuve Maniqui. Marcos leur rend régulièrement visite afin de garder le contact. Sa mission est aussi sociale. La protection de la biodiversité entre parfois en contradiction avec certaines pratiques ancestrales. Et il faut savoir faire œuvre de diplomatie. Comment ça va, Séraphine? Si vous devez brûler un champ, faites bien attention à laisser un couloir de prévention sur les bords. Et repérez de quel côté souffle le vent. Il vaut mieux allumer le feu contre le vent. Je sais que ça vous demande plus de travail, mais il faut le faire. Le village de Séraphine a totalement brûlé l'an dernier. Pas sûr pour autant que les conseils de Marcos soient appliqués. On n'a jamais fait comme ça, mais c'est intéressant. Ce qu'on essaie de faire toujours, c'est de discuter avec eux, de réfléchir aux différentes problématiques en essayant de les orienter et de les conseiller. C'est la partie la plus difficile pour nous, car ça nous place face à ces communautés et parfois ça peut générer des conflits. Merci. Merci beaucoup. Très bien, Séraphin. Merci tout le monde. Par le passé, Marcos a été plusieurs fois menacé par des trafiquants et a dû déménager sa famille pour la mettre en sécurité. Malgré cela, après 20 ans de service, il aime son métier plus que tout. Être garde forestier est une merveilleuse expérience de vie. Être payé pour quelque chose qui me passionne, dont je profite chaque jour. Pas seulement pour voir des paysages spectaculaires, mais aussi pour le contact avec les gens. J'ai le rêve que la société puisse ouvrir les yeux et changer de mentalité. Et comprendre que ce qu'on protège, ce n'est pas seulement une forêt, pas seulement l'Amazonie, mais c'est ce qui nous donne la vie. Hola Jérôme. Ah, t'es passé, c'est cool. Ça va bien? Oui, ça va. Merci. Bon alors, la Bolivie? Waouh. T'as un sacré pays quand même. Hein. Ton pays, tu sais, c'est la démesure, hein, qu'on se le dise. Regarde, il suffit de regarder la passe. Ouais. Comment ça s'étend, comment c'est interminable. C'est ce que j'aime en fait, être totalement happé par un paysage, me sentir tout petit dans cette immensité. Ah bah là, ouais. Il y a des paysages à couper le souffle, hein, au sens propre d'ailleurs comme au figuré. Hein, parce que le souffle, il a bossé ici. Ça fait plusieurs paliers d'ailleurs. Ouais, j'ai fait un peu le yo-yo, mais bon. Mais c'était vraiment très très chouette. Ce que j'aimais en fait, et tu en es aussi l'incarnation, eh bien, vous affirmez, voilà, l'affirmation de ce qu'on appelle les peuples autochtones. Tous ces gens finalement sont dans une démarche de dire qu'ils sont là, d'afficher aussi leur culture à travers leurs vêtements, à travers leurs coutumes. C'est fait sans arrogance, c'est fait avec une vraie intelligence, je trouve. Et s'il y avait un truc que tu devais retenir de ton voyage en Bolivie? C'est un défi, la Bolivie, quand même. Ça reste un défi physique. On a beau dire, là, on est à 3006 ou 7. Quasiment 3007, ouais. Ouais, d'altitude. C'est pas commun, en fait. Mais c'est presque l'altitude la plus basse où j'ai été. Il faut savoir faire les choses raisonnablement, à son rythme, écouter son corps. Et oui, il est possible de visiter ce pays, d'aller à 5000 mètres, de faire de l'escalade, de faire des longues randonnées. Mais il faut se préparer comme il faut et ne pas hésiter à être bien accompagné par des gens qui connaissent bien le territoire. Donc c'est ça que je vais retenir. Et je remercie les équipes qui m'ont accompagné en fait, parce que mine de rien, une émission comme celle-ci, elle se tourne avec une équipe. Je pense à Vincent,
Je pense à Patrick, je pense à Yann, je pense aussi à Simon et Linda Johanna qui ont été sur le terrain ici et qui savent ce que veut dire faire une ascension à 5000 et qui portent du matériel et qui ont fait des efforts encore plus importants que moi et qui vous permettent voilà, de profiter de cette émission. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles. On va dire un petit au revoir, adios à ceux qui nous regardent et merci d'avoir été là.